Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alsace 20 pour une heure d'actualité 100% Alsace et antisémitisme. Stop! Après la profanation d'une centaine de tombes juives du cimetière de Quatzenheim, on va parler de lutte contre l'antisémitisme, de droits de l'homme avec Brigitte K, notre invitée pour l'association Regard d'enfants. Sabrina Keller est la présidente de Femmes de Foot. Elle reçoit Mathieu Gruner de la maison d'enfants des apprentis d'Auteuil. Avec Tanguy Flores, l'actualité de Chap et ses Joy Concept, un projet de magasin unisexe de jouets pour enfants, ça sera à découvrir et regarder évidemment. On parlera de l'impôt à la source. Christian Berthold, le nouveau président de l'Ordre des experts comptables d'Alsace, sera notre invité. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité, la profanation du cimetière juif de Quatzenheim. Nous y consacrerons une grande partie de ce journal. Une centaine de tombes ont été marquées de croix gammées la nuit dernière. Le président de la République Emmanuel Macron et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sont venus se recueillir sur les lieux en début d'après-midi. Un événement qui intervient alors que des rassemblements contre l'antisémitisme sont programmés partout en France aujourd'hui. Et on part d'ailleurs tout de suite place de la République à Strasbourg. Il y a quelques secondes tout juste, un rassemblement a débuté. Nos journalistes Camille Roland et Fanny Kunz sont sur place. Alors Camille Roland, comment est-ce que cela se déroule ? Oui Anna, nous sommes ici sur la place de la République où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées progressivement depuis 18h. Ils ont répondu à un appel des différents partis politiques du Bas-Rhin, de gauche comme de droite. Sans slogan ni bannière politique, ils se rassemblent sous un même drapeau tricolore. Il y a certes des élus mais aussi des citoyens, des membres de la communauté israélite et des membres des autres communautés religieuses. En ce moment, des jeunes vont s'exprimer. Ils récitent un texte de Louis Aragon dénonçant l'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Quel que soit leur parti politique ou leur religion, ils sont tous là ce soir pour dire non à l'antisémitisme. Merci Camille, on vous retrouvera dans quelques instants. C'est donc tôt ce matin qu'un promeneur a découvert le cimetière israélite de Quatzenheim profané. 96 tombes sur les 245 que compte le cimetière ont été taguées avec des croix gammées et des inscriptions en allemand, peintes en bleu et en jaune, ce qui suscite la consternation et l'incompréhension des élus de ce village de 800 habitants. Face à cette profanation, comme spontanément tous les habitants et le conseil municipal en entier, nous sommes absolument choqués et très vraiment émotionnés par ce qui s'est passé. Nous avons dans notre village toujours eu d'excellentes relations avec la communauté israélite et la communauté protestante. Donc on est vraiment de tout cœur avec la communauté israélite et on condamne ceci formellement, bien entendu. Et on espère vraiment qu'ils vont trouver les coupables et qu'ils seront vraiment sévèrement punis. Parce que de nos jours, ce n'est plus acceptable d'avoir cet antisémitisme qui est latent, qui sévit dans tous les villages. Ici dans le Korosberg, on a quand même une population que je dis souvent tolérante, assez ouverte aux autres, et c'est ça vraiment qui m'écœure profondément que ce soit arrivé ici. Pour moi, c'est un acte que j'ai vraiment du mal à supporter, un acte innommable que je condamne bien sûr sans réserve. Et le chef de l'État s'est très vite rendu sur les lieux en tout début d'après-midi, accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du grand rabbin de France. Emmanuel Macron est venu se recueillir pendant 1 heure dans ce cimetière qui date de 1795. La communauté juive est ici présente de longue date et le président de la République a invité les habitants de Quatzenheim à se joindre à lui dans le cimetière. L'occasion d'échanger avec plusieurs descendants de familles présentes ici. Je m'appelle Marcel Bicard-Mandel, j'ai un nom composé, je suis né Bicard, mes parents ont été transférés à Auschwitz en 1943. Moi j'étais exfiltré de Drancy par un juste, caché par d'autres justes pendant la guerre, et récupéré après-guerre par un oncle qui nous a adoptés, ma sœur et moi. Le juge de l'adoption à l'époque a exigé que je porte les 2 noms pour que jamais je n'oublie ce qui est arrivé en 1943.
Je l'ai appris à midi, mon fils m'a téléphoné, il l'a entendu à la radio. On s'en a fait qu'un tour, j'ai dit il faut que j'aille voir. Je ne savais pas que le président viendrait, je ne savais rien du tout. J'ai dit il faut que j'aille voir. C'est mon berceau ici. Je suis revenu en 46. J'avais donc 11 ans. J'ai vécu ici, c'est mes racines, Quatsenheim. C'est choquant. Je peux vous dire que sur le moment, c'est terriblement choquant. Cette profanation est une attaque antisémite de plus. Dans la région, depuis plusieurs mois, des croix gammées sont retrouvées sur des bâtiments un peu partout dans le Bas-Rhin. En décembre déjà, le cimetière israélite d'Erlisheim avait été profané. Ces actes s'inscrivent dans un contexte de forte hausse de l'antisémitisme partout en France et en Alsace. Le consistoire israélite du Bas-Rhin a d'ailleurs lancé, il y a une semaine, son cri, un manifeste contre l'antisémitisme qui rassemble à l'heure actuelle près de 5000 signatures. Maurice Dahan, son président, était présent aujourd'hui à Quatsenheim. Il a exprimé son émotion, mais surtout sa colère. Nous avons la semaine dernière lancé le cri de Strasbourg qui est signé depuis par pratiquement 5000 personnes aujourd'hui. Ce cri disait qu'il fallait, pour y arriver, arrêter d'être dans le silence, ce silence qui banalise tous les actes. Arrêter de ne pas faire ce que les professeurs espèrent, parce qu'ils ont beaucoup d'espoir dans leurs élèves et ils ne rêvent que d'une chose, c'est que leurs élèves ne deviennent pas demain des petits racistes ou des petits antisémites. Faire également en sorte que la répression soit à la hauteur de ces actes infâmes. Parce que vous les voyez ici, toutes ces tombes avec ces croix gammées jaunes, comme de certains nostalgiques d'une étoile jaune. D'accord ? Ces croix gammées, elles ont été faites par qui ? Par des poltrons, des peureux qui viennent la nuit, qui sortent comme des rats la nuit. C'est tout, c'est rien d'autre. Ils n'ont aucun courage, aucune force. Ils viennent, ils s'en prennent à des tombes. Ils s'en prennent comme si ça ne suffisait pas. Il faut pas seulement tuer les Juifs, il faut même tuer leur histoire. Il faut tuer leur tombe, il faut tuer leur existence. Eh bien non. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Qu'ils se le disent tous. Nous serons là et nous continuerons d'être là. Et nous ne sommes ni le pouvoir, ni quoi que ce soit d'autre. Nous sommes des citoyens de ce pays et nous vivrons en respectant et en amoureux des valeurs de la République. Et nous serons toujours là que pour ça. Et si c'est nous qui devons rappeler que la République a des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, eh bien nous serons les premiers à le rappeler s'il faut le rappeler, parce que ça suffit maintenant de se taire. Il y a encore un autre point. Dans cette région de l'Alsace, ce n'est pas les premiers tags antisémites que nous voyons, ce n'est pas le premier cimetière juif qui est tagué. Or, il se trouve que les enquêteurs n'arrivent pas à mettre la main sur ces poltrons. Et je vais dire une chose à toute la population, le silence ne concerne pas que les hommes politiques ou que vous les journalistes. Nous avons tous une responsabilité. Si vous avez entendu quelque chose, alors dites-le. Dites-le. C'est ça le vrai cri de Strasbourg. Stop à la banalisation. Le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête de flagrance. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à agir, légiférer et punir. Des propos soutenus par des élus comme Jean Rotner qui condamne ces actes. Ça fait 15 ans qu'on connaît ce genre de profanation. Et aujourd'hui, alors que la France connaît quelques soubresauts, moi je considère que les rats sont de sortie. Les mots sont forts, les mots sont durs, mais il faut arrêter de penser. Il faut combattre aujourd'hui et s'élever, quand on est femme et homme politique, contre ces faits qui sont inqualifiables. La bête infâme est de sortie. Il faut aller au-delà de la condamnation. Moi, je demande à ce que la lutte contre l'antisémitisme, et c'est ce que j'ai dit et demandé au président de la République, devienne une grande cause nationale. Ça pèse probablement, effectivement, pour une adaptation de la loi. Une forme de... Il faut que la peur change de camp. Et il faut qu'aujourd'hui, celles et ceux qui commettent ce genre de crime, parce qu'il s'agit de crimes, oui, je pense qu'il faut que les peines soient plus lourdes et il faut qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas simplement dans la condamnation, nous soyons dans le combat. Et je vous le disais en début de journal, de nombreux rassemblements ont lieu en ce moment même dans toute la France contre l'antisémitisme. Ces rassemblements étaient déjà prévus depuis quelques jours. On retourne donc à présent place de la République à Strasbourg. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées à l'appel de plusieurs partis politiques. On écoute quelques citoyens rencontrés juste avant le début du rassemblement. Je suis profondément triste de ce qui se passe dans notre pays. Je suis solidaire envers la communauté juive et je pense que c'est aussi notre responsabilité d'être là et de dire non à l'antisémitisme
C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais on est mis en avance pour montrer qu'on était là quand même et qu'on participe à ce combat de l'antisémitisme, contre le racisme, la xénophobie, etc. Voilà. Et pour les droits de l'homme. Des rassemblements similaires se tiennent en ce moment même à Sélestat et Mulhouse. À Colmar, c'est en toute fin de matinée que des élus et des citoyens se sont rassemblés à l'hôtel du département. Un moment de recueillement mais aussi d'engagement. Brigitte Klinkert, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, a annoncé une intensification du travail sur le dialogue interreligieux auprès des jeunes via notamment une boîte à outils qui sera mise à disposition des collèges prochainement. On l'écoute, elle est au micro de Marine Zis. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Concrètement, en fait, ce sont des outils qui permettront aux enseignants, mais aussi à des jeunes en service civique du département qui interviendront dans les collèges, de mieux connaître, de mieux appréhender la religion de l'autre et de se rendre compte aussi que la tolérance, le respect sont importants dans notre société. Je crois que c'est cela avant tout. Il y a certes l'antisémitisme, et c'était le rassemblement de ce jour, mais on voit aussi des actes racistes et tout simplement aussi des actes d'intolérance et de non-respect de l'autre. C'est contre cela qu'il faut travailler. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la profanation du cimetière juif de Quatzenheim et sur les rassemblements contre l'antisémitisme. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, Frédéric Bierry remettait aujourd'hui son rapport sur la pauvreté au ministère du Travail. Le Bas-Rhin compte 25 000 bénéficiaires du RSA dans le cadre de la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le département s'est vu confier un soutien financier d'1 million d'euros pour développer des nouvelles solutions pour améliorer l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. On écoute Frédéric Bierry. On s'est rendu compte, par exemple, que avec le nouveau système de téléprocédure, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'inscrire numériquement, on perdait du temps dans l'accompagnement des personnes. Ce qui fait que parfois, pendant 6 mois, les personnes n'étaient pas accompagnées, elles étaient inscrites, elles touchaient le RSA, mais on n'avait pas mené d'accompagnement global pour favoriser leur insertion. Et donc là, on a trouvé des outils, on travaille avec Pôle emploi, avec la Caisse d'allocation familiale, pour trouver des outils pour être plus en réactivité. C'est-à-dire une personne qui rentre au bénéficiaire de RSA, dans le mois qui suit, elle doit commencer à avoir un accompagnement qui va favoriser son orientation vers l'insertion. Donc c'est à la fois, l'enjeu c'était de simplifier la vie, faciliter l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. C'est d'abord un enjeu humain, mais aussi c'est une réduction de la dépense publique. Parce que plus tôt on interviendra, plus vite on accompagnera et mieux la personne, plus on a de chances qu'elle trouve un emploi. Et donc forcément, on réduit aussi les dépenses sociales. On termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. C'est sans doute une première mondiale et surtout une grande fierté pour l'Alsace. Christelle Laureau a décroché hier le titre de meilleure ouvrière de France, catégorie fromager. La première mondiale est que son mari, Cyril, est lui aussi meilleur ouvrier de France dans cette même catégorie des As du fromage. Un couple au sommet dont on retrouve les produits sur toutes les bonnes tables alsaciennes et une consécration saluée ce matin par toutes les références de la gastronomie régionale. À notre tour de rajouter un immense bravo à Christelle et Cyril. Voilà Christelle Laureau qui sera notre invitée jeudi. Merci beaucoup Anna. Pour ce JT, on accueille le plateau Alsace 20. Tanguy Flores, venez nous rejoindre avec Sabrina Keller, Christian Berthold, président de l'Ordre des experts comptables. Venez vous installer Mathieu Gruner et Brigitte Kahn de l'association Regard d'enfants. On va parler de ce travail formidable que vous faites auprès des jeunes. On va revenir sur cet antisémitisme et ce racisme primaire qui jalonne comme ça parfois notre société. On fait avant cela une petite pause soleil ou pas. C'est la météo, regardez. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien c'est un jeudi comme on les aime. Alors certes dans votre matinée, quelques passages nuageux si vous êtes du côté de Niederbronn ou encore du nord jusqu'au centre de la région du Bade-Wurtemberg.
Partout ailleurs, le soleil sera déjà bien généreux. Les valeurs dans votre matinée, eh bien 5 degrés, ce sera la minimale du côté de Niederbronn, 6 degrés de Saverne à Strasbourg, vous retrouvez ces 6 degrés du côté de Mulhouse, 7 ce sera la maximale en Alsace du côté de Colmar, 7 degrés on les retrouve du côté de Bâle, 8 degrés la maximale cette fois-ci à Fribourg et 6 degrés du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien beaucoup de soleil, profitez-en bien et les valeurs, eh bien elles sont quasiment estivale, 16 degrés, ce sera la maximale en Alsace si vous êtes dans le Haut-Rhin, 15 degrés à Strasbourg, 13 du côté de Saverne, 14 à Wissembourg, on passe les frontières, 13 degrés du côté de Karlsruhe, 14 à Kiel, 15 si vous êtes à Fribourg et 16 à Pratten. Votre journée de vendredi est bien toujours très ensoleillée et des valeurs qui iront jusqu'à 15 degrés dans votre après-midi. En ce jeudi, nous célébrons les pierres d'Amiens. Le soleil se lèvera à 7h26 pour nous dire au revoir à 17h59. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Et retour sur le plateau de 24 ans en Alsace, Brigitte Kahn de l'association Regard d'enfants est notre invitée. Brigitte, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir. Voilà, je sais que vous auriez dû être à la manifestation qui a actuellement Antisémitisme Stop. On rappelle, et vous l'avez vu dans le JT, ces tombes profanées sur le cimetière de Quatzenheim. Quand on s'occupe autant d'enfants, comme vous le faites dans Regard d'enfants, quand ce sont les valeurs humanistes qui sont portées, quelle est votre réaction quand vous voyez ces profanations encore aujourd'hui ? C'est juste horrible. C'est horrible puisqu'avec tout le travail que nous faisons au sein des écoles, dans les structures spécialisées, et de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on a juste un sentiment d'écœurement. C'est pas possible, c'est pas possible. Je pense à toute ma famille, à toutes ces personnes qui reposaient en paix et qu'on agisse comme ça n'a pas de mot. Est-ce qu'il faut des nouvelles lois sur l'antisémitisme ? Oui, il faut agir. Il faut vraiment agir. Nous étions la semaine dernière accueillis par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui nous a remis dans le cadre de la DILCRA, donc c'est la délégation interministérielle de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine. Nous avons gagné le 3e prix. Donc d'un côté, je suis très fière que ces élèves avec qui nous travaillons, les élèves de Marlenheim et de La Broque, ce sont des élèves extraordinaires qui ont vécu des moments fabuleux. Alors, avec nous. On voit ces images quand vous étiez avec le Premier ministre. Voilà, et je voudrais lire justement un petit message que un des jeunes m'a envoyé, Paul, qui me dit « Bonjour Madame Kahn, ces 2 jours à Paris resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je suis heureux d'avoir pu y participer. J'ai vécu quelque chose d'unique et de touchant, entendu des discours poignants et fait des rencontres exceptionnelles. J'ai pu aussi constater que l'antisémitisme était encore très présent. Les actes commis juste avant notre venue à Paris montrent l'importance d'actions comme celle du Jardin de la mémoire et des droits de l'homme de Roto. Je souhaite enfin vous remercier, vous et particulièrement, et l'association Regard d'enfants, pour votre travail formidable, sans lequel tout cela n'aurait pas pu être possible. La base, c'est l'éducation pour les plus jeunes. Ça passe obligatoirement par là. C'est absolument essentiel pour leur expliquer la tolérance. Mais c'est évident, c'est évident. Donc l'association a mis sur pied des jeux comme Respecto, des jeux comme Basta. Le harcèlement scolaire n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Nous créons des activités, nous jouons avec les jeunes, mais nous ne jouons pas vraiment. Nous jouons pour leur faire découvrir les droits de l'homme. Nous leur faisons découvrir ce que c'est les valeurs de la démocratie. Le mot respect, tolérance, vivre ensemble, aller vers l'autre. Et c'est pourquoi nous avons créé à Roto le Jardin de la mémoire et des droits de l'homme. Alors Tommy Ungerer était le parrain de Regard d'enfants, Tommy Ungerer qui nous a quittés il y a quelques jours. Et je me souviens, Regard d'enfants, je vous ai rencontré il y a une dizaine d'années, et vous m'avez dit, il y a un jardin que des jeunes ont créé, venez le voir. Donc j'étais venu, effectivement, ce sont des projets
pédagogique que vous faites, hein, où vous dites à des jeunes, créez un jardin, le jardin de votre imagination, qui deviendra un lieu d'échange, mais qui est en fait un réel jardin. Vous investissez un lieu. Expliquez-nous ce concept. Hein. Alors, nous travaillons avec ce qu'on appelle la société civile, aussi bien des écoles maternelles, je vous dis bien des écoles maternelles, hein, dès le jeune âge, les primaires, le collège, le lycée. Et nous travaillons avec des EHPAD, les jeunes qui sont dans des personnes handicapées comme l'ARAM, le Sonnenhof, la Page. Et nous leur expliquons ce que c'est les droits de vivre, les droits de l'homme. Et ensemble, on conçoit un jardin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un jardin ? Eh bien, un arbre. Un arbre, pour se retrouver autour d'un arbre. Cueillir une pomme, par exemple. Le plaisir de le planter déjà. Un arbre, c'est quoi ? C'est nos racines, notre identité. Le tronc, c'est nous actuellement. Et les branches, eh ben, c'est l'avenir, ce sont ces jeunes. Et là, derrière vous, je vois ces tombes et ça me fait mal au cœur de voir cette croix gammée là derrière vous. Justement, en arbre dans un jardin, une croix gammée sur une stèle juive, ça dérape comment ? Parce que ces messages de tolérance, on les entend un petit peu tous les jours. On ne vit pas dans une société, une démocratie, où on explique la haine de l'autre. Il y a énormément de gens comme vous qui expliquent ça. Qu'est-ce qui dérape ? Je ne sais pas, ça me surpasse. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que plus que jamais j'ai envie de continuer, plus que jamais j'ai envie de continuer à rencontrer ces jeunes. Puisque les jeunes, ils naissent innocents. Ce sont les adultes qui leur apprennent ces mauvaises choses. Et dans les jardins que nous créons, on crée un jardin avec un arbre, une table autour de laquelle on se rencontre, on partage, on déjeune, on joue, on se rencontre. Et puis on plante ensemble. Et voilà ce qui est important, c'est de se retrouver, de prendre le temps de se retrouver, de partager. Et c'est ça la spécificité de Regard d'enfant. Alors les projets sont proposés à la ville, hein, souvent, et Regard d'enfant, bien sûr, qui décide de tel jardin qu'on va faire. Et lorsque le jardin est inauguré, eh bien, les petits jeunes qui ont participé à ce jardin deviennent des ambassadeurs des droits de l'homme. Oui, alors ça, d'abord, on a un concours. C'est un beau symbole. Hein. Très, très beau. Alors, on a un concours et chaque année, on a un concours. Alors, cette année, c'est « Imagine la cité des droits de l'homme ». Et là, je dois dire que nous commençons à recevoir des productions des jeunes et il y a un jury. Cette année, la présidente du jury, c'est Madame la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Madame Battaini Dragoni. Et ces jeunes qui sont primés reçoivent un diplôme et ils sont nommés ambassadeurs des droits de l'homme. Voilà. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, notre parrain était un fidèle ami personnellement, donc Tommy Ungerer. Et le prix que nous avons eu la semaine dernière, nous l'avons dédié à Tommy, puisque Tommy restera toujours notre ami et notre parrain. Donc ces jeunes sont des ambassadeurs et ils ont pour mission d'aller rencontrer d'autres élèves. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ceux de Marlenheim et de La Broc, avec nous, nous les avons formés, vont dans les écoles primaires et apprennent parole de jeune à jeune. C'est pas moi avec mes paroles qui va sensibiliser les jeunes du CP ou du CM1, CE2, du primaire. Ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes. Et ces ambassadeurs ont une mission. Ça existe depuis 10 ans. 10 ans. C'est l'association Regard d'enfant. Il y a le site qui va s'afficher, c'est en .org, www.regardenfant.org. Et ce sont ces petites choses comme ça qui vont participer à la tolérance et à l'antisémitisme. Vous restez bien sûr, Brigitte. Et c'est ensemble qu'on doit lutter aussi. Et on va parler encore de belles actions. Femmes de foot, c'est Sabrina Keller et c'est tous les mardis sur Alsace 20. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Voilà, et chaque semaine, Sabrina, des gens à l'heure. Eh oui, bonsoir Lionel. Ce soir, c'est un coup de projecteur pour une action sociale menée depuis plus de 150 ans. Vous fêtez vos 10 ans. Mais vous allez bien vous entendre avec mon invité, je pense, en France. Cette action auprès des enfants en difficulté et en danger relève de l'œuvre d'un homme. On va faire un peu d'histoire. C'est l'abbé Louis Roussel qui recueille 6 enfants de la rue. Il les éduque. Il leur fait une formation. Ils deviendront les apprentis d'Auteuil. Mathieu Gruner, bonsoir. Bonsoir. C'est une immense fondation, je le dis, à laquelle vous appartenez. Combien d'enfants et de familles vous aidez dans vos missions ? Alors, sur le territoire national, on aide 24 000 jeunes et familles répartis dans 220 établissements. On est 5 500 collaborateurs à travailler sur tout le territoire national.
Après, plus spécifiquement sur le territoire Alsace, on accompagne 700 jeunes. Ça fait 15 ans que... 2006, exact, ouais. Pour être tout à fait exact, avec la Maison des Familles. C'était le premier dispositif qu'on a ouvert à Strasbourg d'ailleurs. Du côté de Königshofen. C'est ça, Lingelsheim pour être tout à fait précis. Et là, du coup, on accompagne effectivement 700 jeunes depuis et à ce jour. 150 familles réparties dans 6 établissements et services au sein des 2 départements, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Alors je vais le dire de manière un peu vulgaire, peut-être il y a 2 points pour entrer chez vous. C'est soit l'inadaptation au système scolaire, on ne va pas trop parler de ça ce soir, on va plutôt parler de votre compétence, c'est l'enfant en danger. Ouais. C'est quoi l'enfance en danger ? C'est avant tout un besoin de sécurité pour l'enfant. Je pense que c'est très important de pouvoir déceler déjà qu'est-ce que l'enfance en danger. Est-ce que c'est la sécurité au sein de sa famille ? Est-ce que c'est ces conditions d'éducation justement qui fait qu'à un moment l'enfant doit être placé ? Donc finalement c'est le juge souvent qui décide du placement de l'enfant. Ça peut aussi être une demande de la part des parents aussi à un moment d'aide. Et en tout cas à partir de là, tout un tas de dispositifs peuvent être mis en œuvre pour aider l'enfant et sa famille. Vous êtes responsable du pavillon des adolescentes, que des filles. Elles sont combien et quel est l'objectif premier quand elles arrivent chez vous ? Comme je le disais avant, je crois que l'objectif premier, c'est déjà sécuriser l'enfant, l'accueillir, lui, avec son environnement, pouvoir l'écouter, recueillir ses attentes, autant les siennes finalement que celles de ses parents, et l'aider à grandir, à évoluer. Retrouver confiance en elles aussi, c'est important pour vous, oui, quand elles arrivent. Oui, et surtout de travailler les réussites. Je crois qu'aujourd'hui, souvent on a tendance à pointer ce qui ne va pas, ce qui est difficile. Et là, nous, on prend le parti de justement pointer ce qui va, commencer par ce qui va bien, pour le valoriser, pour le mettre en avant. Ouais. Tanguy, lors d'une de ses chroniques, avait d'ailleurs mis à l'honneur les filles de l'école. Avec le clip. Oui, avec le clip. Ouais. Voilà. Et on les recevra aussi jeudi, ici, sur ce plateau, avec Cyril qui est un chanteur et quelqu'un qui travaille chez vous. C'est ça, tout à fait. Et ça leur a fait du bien, ce clip. Ça leur redonne confiance. Complètement, je crois que c'est aussi l'aboutissement. Alors, je laisserai la place à Cyril et à la jeune fille qui se présentera à vous dans quelques jours. Mais complètement, mais effectivement, je crois que c'est aussi l'aboutissement de plusieurs années de travail, d'accompagnement pour certaines jeunes filles, parce qu'il y a certaines jeunes filles qu'on accueille depuis 10 ans dans ce pavillon. Mais c'est aussi l'aboutissement, finalement, d'une relation, d'un travail et d'une confiance qu'elles ont. C'est les jeunes filles qu'on voit là... sur ces images. Vous êtes aussi en charge des fratries que vous avez dans une maisonnette, une maisonnée, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Des pavillons 3. Ouais, pavillon 3. Voilà. Donc là, on accueille frères et sœurs, c'est important. Tout à fait, puisque nous, notre objectif premier, c'est d'éviter la double rupture, c'est-à-dire à la fois la rupture avec la famille, avec ses parents, et aussi avec ses frères et sœurs. Et finalement, l'idée, là, c'est d'accueillir les frères et sœurs ensemble pour éviter cette double rupture et travailler le lien fratrie en lien justement avec leurs parents. C'est important, Lionel. Tanguy, en fait, il y a une crèche à Haute-Pierre de la Fondation d'Auteuil. Il y a aussi cette fameuse école du Père Fort. Enfin, c'est un système l'école Joie de Vivre. Oui, Joie de Vivre. Là, les enfants, en général, les petits vont dans cette école maternelle et élémentaire. C'est ça. Alors, sur les 28 enfants qu'on accueille au sein du secteur des fratries, il y en a un peu plus d'une dizaine qui intègrent cette école Joie de Vivre. J'espère que madame va bientôt venir avec son association dans ces écoles-là. J'ai dit, on a pris rendez-vous. Non, mais là, il faut faire des liens. Il y a des choses à faire entre tout à fait, à partager, puisque nous travaillons déjà avec SOS Village, et puis à la Méno, avec également des enfants qui sont en difficulté, l'Institut Oberlin. Et je crois que pour rebondir sur ce que vous disiez avant, l'aspect préventif est extrêmement important. C'est un enjeu aujourd'hui de société très important. Mais eux, la Fondation, ont ce pouvoir-là, puisqu'ils prennent ces enfants très jeunes et justement, ils les éduquent, ils leur apprennent vraiment... Et le lien familial n'est pas cassé, c'est-à-dire que les familles ont un endroit où se retrouver. Complètement, c'est-à-dire que pour certains enfants, le juge peut décider de certains droits, d'ouvrir des droits, c'est-à-dire que les enfants sont accueillis en semaine par exemple chez nous et le week-end regagnent leur famille. Ça nous permet de travailler à la fois au sein de l'institution mais aussi en dehors. Et pour certains parents qui n'ont pas le lieu d'accueil dédié, on a une maison qui s'appelle la Maison Saint-Odile, qui a ouvert d'ailleurs en 2006, qui nous permet là de proposer un appartement pour que les parents puissent accueillir leurs enfants. Alors les parents peuvent réserver une demi-journée, une journée, et avec un éducateur qui n'est pas loin, peut avoir un lien avec son enfant. C'est hyper important quand même, parce que le but c'est retrouver sa famille dans des bonnes conditions. L'équilibre. Alors il y a des projets que vous souhaiteriez mettre en place, comme l'équithérapie, l'art-thérapie, pourquoi ils en ont besoin? Allez, 30 secondes Mathieu là-dessus. D'accord, 30 secondes, très rapidement. Parce qu'il parle beaucoup mon invité. Non, il parle bien. J'essaie de faire au plus vite. Alors c'est vrai que...
on a besoin, c'est vrai, de soutien, c'est vrai, de donateurs pour développer ce genre de projets qui sont un peu plus chers, mais qui, ô combien, rapportent des bénéfices aux enfants, sont bénéfiques aux enfants dans l'aspect relationnel, dans l'aspect finalement de relations aux autres, des émotions, travailler autour des émotions, ou tout simplement la motricité. Faire un parcours avec un animal, c'est travailler aussi la motricité, par exemple. Alors c'est le rôle de l'association Femmes de Foot. On va mettre à l'écran l'adresse à laquelle on peut vous adresser les dons. Nous, on va bien évidemment vous aider, vous le savez, puis on attend Madame Kahn pour qu'elle vienne aussi vous voir. Voilà, vous restez tous sur ce plateau. MECS Saint-François d'Assise, c'est ce que vous avez pu voir pour des dons et ça participera comme ça voilà, à la pérennité, à l'éclosion. À suivre. Changement de sujet. On a tous eu une feuille de paye, c'est maintenant le prélèvement à la source. C'est Christian Berthold, le président de l'Ordre des experts comptables d'Alsace. J'imagine que ça vous connaît maintenant. On en parle dans un petit instant. Oui. Et unisex, tout va bien pour Tanguy Flores. Ça sera à la une de Chap juste après ça. En direct sur Alsace 20, on reçoit Christian Berthold, le nouveau président de l'Ordre des experts comptables d'Alsace. Comment allez-vous ? Bonsoir, pour l'instant je vais bien. Eh ben, ça va très bien se passer. Nouvelle mission, nouvelle fonction pour vous, ça veut dire des missions à respecter. C'est quoi en gros les missions de l'Ordre des experts comptables ? Alors en Alsace, on est près de 700 professionnels, presque autant de sociétés, donc ça fait beaucoup de monde. Ouais. Et donc une des missions du conseil régional, c'est de mettre un peu de cohésion dans tout ça, de promouvoir la profession évidemment, et puis certains côtés un peu plus réglementaires, qui est de prêcher la bonne parole en termes de déontologie, de discipline aussi. Auprès des entreprises. Voilà, de qualité pour s'assurer que nos confrères travaillent bien. Et puis aussi d'aider nos confrères à absorber et à répondre je dirais toutes les mesures gouvernementales qui nous tombent dessus régulièrement et essayer de faire digérer tout ça, ce qui est relativement compliqué parfois. Quand j'entends expert comptable, moi je pense à une petite phrase de Tommy Ungerer qu'il a prononcée il n'y a pas longtemps. C'était « il faut faire peur aux enfants ». Il faut les prendre, il faut les brusquer, il faut leur apprendre la vie, sinon ils vont tous devenir des experts comptables. Ah oui, non mais ça... Et justement, en entendant ça, c'était de l'humour évidemment, oui. mais l'image, l'image, l'émission, etc., vous êtes d'accord avec ça ? Il faut dépoussiérer un petit peu, écoutez, il n'y a pas longtemps, j'étais à un forum lycée Charles de Foucault à Schiltigheim, on rencontrait des élèves de 3e pour la proximité... l'attractivité de la profession et promouvoir un petit peu notre métier. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait, les différences de maturité d'un élève de 3e à l'autre, c'est assez énorme. Mais c'est vrai qu'en général, l'image qui ressortait, c'est un expert comptable, ça fait quoi ? Ça gère les contrats de banque, c'est triste, ça a des lunettes, c'est en costard, j'ai laissé tomber la cravate. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a un peu une image tristounette, alors qu'aujourd'hui, la réalité du métier, c'est plus du tout ça. Alors ouais, ça n'a plus rien à voir. Ah, mais c'est compliqué, changer une image, enfin je vous l'apprends pas, changer une image, c'est... C'est quand on commence, pas quand on finit, c'est compliqué. Mais on le fait en allant rencontrer... les élèves dans les écoles, en organisant des forums avec les étudiants. Communiquer. En communiquant, oui, bien sûr. Et puis surtout en pratiquant avec les chefs d'entreprise qui constatent bien que on est autre chose que cette image. C'est indispensable, parce que du style la prime Macron, personne ne comprend rien s'il n'y a pas un expert comptable derrière. Je crois même que les experts comptables, ils ont du mal à comprendre. Au début, parfois, on a un peu de mal aussi. Il faut qu'on nous aide un peu, mais c'est bon. Prime Macron, on l'a fait sur Alsace, c'était pas très compliqué. Mais ça dépend, oui. On a demandé à notre expert comptable. Voilà. Évidemment. En fait, c'est lui qui a souffert, pas vous. Oui, c'est ça. En fait, c'était pas compliqué quand lui nous a expliqué. Voilà. Avant, c'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai que les 18 salariés d'Alsace 20 en ont profité. Parlons du prélèvement de l'impôt à la source. C'était nouveau, c'était le mois dernier. On annonçait un bordel sans nom. Vous êtes expert comptable, comment ça s'est passé ? Alors, écoutez, ça fait 3 ans qu'on en parle au moins, entre les différentes lois de finances et ce qui devait se faire à un moment donné, qui a été reporté par Macron et qui finalement s'est fait en 2018. Ça a été un gros morceau à digérer, mais je veux dire, ça a été tellement préparé, y compris par les services fiscaux, que finalement ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on est dedans, qu'on a les 2 pieds dedans, et les premières fiches de paye sont sorties fin janvier. Il n'y a pas eu de couac majeur et ça se passe plutôt bien. Alors évidemment, il y a des domaines, comme tout nouveau système, il faut roder un petit peu la machine. Il y a des choses mais très spécifiques qui sont allées un petit peu moins bien, mais c'est des choses qui se règlent. Et le seul système qui ne fonctionnait pas, à savoir le CESU, emploi à domicile, ça a été reporté d'1 an parce que le système n'était pas
adapté. Donc ça sera je intégré. dirais, voilà, ce sera l'année prochaine. D'ici un an. Pour un couple Voilà. qui est prélevé à la source, chacun peut prendre un pourcentage différent ou c'est la même chose pour les deux? Alors, si les revenus sont très disparates dans le couple pour éviter les scènes de ménage, on peut effectivement avoir 2 taux de prélèvement différents. On met le gros pour ça. Voilà, pour monsieur et le... Ah non, c'est pas comme ça que ça non, marche. Voilà, et si on paye trop, est-ce que ça peut arriver, on va le voir dans les mois à venir, comment se fait le rattrapage et quand est-ce que ce sera le rattrapage? Alors, vous pouvez moduler le taux de prélèvement tout le long de l'année. Il faut vous connecter sur votre espace impôt.gouv, votre espace personnel, et vous tombez sur une page d'accueil sur laquelle vous avez le montant qui est prélevé. Vous avez un accès sur la modulation de ce prélèvement si votre situation de famille change, par exemple. D'accord. Vous mariez, vous divorcez, enfin peu importe, vous avez des enfants. Vous pouvez moduler le prélèvement et donc ça vous permet d'adapter ce prélèvement à la disponibilité de vos ressources tout au long de l'année. Je suis pas allé sur le site internet, c'est bien fait? Ah oui, c'est très bien fait. Oui. Non, franchement, c'est très bien fait. C'est convivial, c'est facile. C'est pas sexy, mais c'est bien fait. Ah, mais c'est pas ce qu'on nous demande, hein, quand même. Non, en même temps, c'est l'État. Un dernier mot sur les experts comptables. Tout le monde me dit que c'est un métier qui ne connaît pas la crise, qu'il y a du boulot. C'est un de nos problèmes d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à recruter. On n'arrive pas à recruter, on a personne, enfin il n'y a pas de monde, mais c'est lié à l'image aussi qu'il faut qu'on travaille. Ces élèves de 3e qui vous prennent pour quelqu'un de triste et tout. Voilà, alors bon, ils voient bien dans la réalité qu'on n'est pas si triste que ça, mais on a un vrai souci pour recruter. Alors que c'est un métier qui s'enrichit aujourd'hui, parce que c'est un métier où les évolutions technologiques font que ça tangue un petit peu quand même, notre métier change, on fait moins de compta, on fait un peu plus d'analyse, on est moins dans la production et davantage dans l'exploitation des données. Donc il y a des ouvertures. Il y a des salaires corrects. Il y a des salaires corrects. Il y a des élèves de 3e qui nous demandaient si on partait en vacances, si on avait une vie de famille. Oui, on a une vie de famille, on part en vacances, enfin on vit normalement, quoi. Enfin, j'ai l'air normal. Allez, Brest, 20 salaire de départ d'un expert comptable qui sort d'école? Vous me collez. C'est une colle Ah oui, c'est une colle. Oui, c'est très variable. Bon, il y a un minimum conventionnel, mais là, franchement, vous me collez. D'accord. Mais bon, c'est quand même sympathique, il y a du boulot, et puis il y a des évolutions de carrière qui ne sont pas seulement dans la compta. Aujourd'hui, ça s'ouvre aussi sur des fonctions commerciales, développement, marketing, communication. Aujourd'hui, on évite, parce qu'aujourd'hui, c'est... Ne relancez pas, parce qu'il y a Chap derrière. Et Chap, c'est vous. Et il reste 4 minutes, mec. Merci beaucoup, Christian Berthold. On a vu l'émission, on a vu l'image qui a changé. Fini la poussière. Aujourd'hui, c'est plus un partenaire. Place à présent à Chap. Je suis sûr que quand elle était petite, Sabrina, elle jouait avec un camion de pompiers et puis un fusil de militaire, et que Lionel, il jouait à la poupée. C'est pas exactement ça, mais ça aurait pu être unisexe. Ça aurait pu être unisexe. Voilà. Je vais vous présenter Joy Fleureau. Joy a 26 ans, elle est strasbourgeoise, et elle veut ouvrir à Strasbourg un magasin de jouets unisexe pour enfants de 11 ans. Vêtements, accessoires, jouets, pas de distinguo entre garçons et filles. Vêtements aussi. Vêtements aussi. Vêtements, bouquins, jouets, unisexe. Son credo, c'est de dire il y en a marre de voir dans des magasins des poupées pour les filles, des camions de pompiers pour les garçons, le bleu, le rose, etc. Non, aujourd'hui, la tendance, c'est on va laisser ces enfants jouer avec ce qu'ils veulent. Si un petit garçon a envie de jouer avec la poupée, pas de problème. Si la petite fille a envie de se prendre pour un policier, pas de problème non plus. Elle est en train de trouver des marques. De récupérer ça, elle va faire une campagne de financement participatif au mois de mars. Ça s'appelle le Joy Concept. Je l'ai rencontrée, c'est une jeune fille plutôt pétillante, féministe, elle a beaucoup de choses à dire et elle espère bientôt trouver les fonds pour lancer ça. À Strasbourg, ça lui tient à cœur. Écoutez son témoignage. Je pense qu'on est conditionné et qu'il faut s'en rendre compte. Effectivement, on a ce conditionnement-là depuis qu'on est petit, dans la publicité, les médias, les films, tout ça, ça montre une image du monde qui n'est pas forcément celle qu'on voit tous les jours. Et ça peut créer différents complexes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Un garçon va s'attendre à ce qu'il soit fort, viril, qu'il n'ait peur de rien. Une fille, qu'elle soit plutôt sage, gentille, douce, qu'elle aime le shopping. Très tôt, les enfants, on les met dans un chemin tracé, qu'ils soient des filles ou des garçons. Et finalement, ça commence peut-être là, en fait, le problème. Et je trouve ça assez choquant pour moi
d'aller dans un magasin et de dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, d'avoir toute une signalétique autour des produits pour les enfants. Souvent on me dit ah oui mais bon moi j'ai une cousine qui a 10 ans mais elle veut une poupée. Bah oui, il n'y a pas de souci, mais ça fait 10 ans en fait qu'elle est dans un monde où on lui dit qu'avoir une poupée, c'est ce qu'il faut pour elle, que les marques changeront quand les clients voudront autre chose. Vous êtes qui vous êtes et soyez heureux. Et laissez tomber les stéréotypes, les cases dans lesquelles on a envie de vous mettre. Soyez vous-même, du moment que vous faites de mal à personne, qu'est-ce que ça peut faire ? Voilà, elle est plutôt pétillante la fille. Oui, c'est ça, donc à suivre dans les prochains mois à Strasbourg. Un petit mot sur le concept de pins pour célibataires. Ouais, Meet Me Pins, très rapidement, on va en reparler très vite, je vais les rencontrer. Alors c'est un couple dans le Haut-Rhin, à Mulhouse. Comme quoi il y a des bonnes idées dans le Haut-Rhin quand même, hein, Sabrina. Et bien au mois de janvier, ils ont lancé un truc, un pins, Meet Me Pins, tu mets un petit pins vert pour dire que t'es célibataire, tu te balades, on te rencontre. C'est comme le point rouge chez les Indiens. C'est ça, sauf que t'es célibataire, donc disponible, donc tu cherches l'amour. Et ça marche, ils en ont écoulé 1500 en un mois à 2 balles le pins. C'est tout con, il est dans sa cuisine, il fait des pins, je suis vert, je suis disponible, coucou tombé amoureux. C'est l'anti-Tinder, on n'utilise plus d'appli. Et le but du jeu, c'est de dire, on va voir des vrais gens, on va leur parler pour de vrai. Donc tu rencontres quelqu'un qui a un pins vert, tu peux te dire... Bah oui, tu portes un pins, je porte un pins, peut-être qu'on se plie, il peut se passer des trucs. Tu tournes quelque chose pour la semaine prochaine? J'attends de voir. Ouais. Non, je veux voir ça la semaine prochaine. Non, mais c'est génial comme idée. Voilà, exactement. Toutes ces bonnes idées, elles sont sur Chap. Chap, j'aurais pas... Il est en mode avion. Voilà, mais ça Google, Android et iOS. Donc Google et iOS, c'est gratuit, allez-y. Voilà, merci en tout cas Tanguy, merci Sabrina. Merci beaucoup Mathieu Gruner. On reparlera des apprentis d'Auteuil, ça sera jeudi sur ce plateau. Très longue vie à Regard d'enfant, Brigitte Kahn, et au merveilleux travail que vous faites. Et Christian, voilà, il y a du boulot pour le nouveau président de l'ordre des experts comptables. On referme. Faut plus le renvoyer dans un collège. Hein. Exactement. Allez, on referme cette page d'actualité avec la future collectivité européenne d'Alsace et dans le tour des cantons. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut. Cette déclaration commune, c'est, je l'ai dit, du cousu humain. Le 29 octobre dernier, les présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le président de la région Grand Est et le Premier ministre signaient une déclaration commune en faveur de la création d'une collectivité européenne d'Alsace. Ce document, premier acte d'un long parcours qui verra la création en 2021 d'un super département alsacien, fixe les orientations pour la future collectivité. Au cœur du projet, un certain nombre de compétences reçues de la région et de l'État, parmi celles-ci et non des moindres, l'intervention dans le domaine transfrontalier. En ce début d'année 2019, alors que le parcours législatif vers la nouvelle collectivité suit son cours, les deux conseils départementaux lancent la stratégie OR, visant à faire de l'Alsace un laboratoire européen en matière de coopération transfrontalière. Le cœur de ce projet de collectivité européenne d'Alsace, la colonne vertébrale, c'est l'Europe. Eh bien, nous souhaitons aujourd'hui, à travers la stratégie OR comme Oberrhein, bien montrer que le bassin de vie, l'avenir de l'Alsace se situe dans ce bassin de vie qui est celui du Rhin supérieur. Stratégie OR comme Oberrhein et Rhin supérieur, elles visent à ancrer la future collectivité dans l'espace trinational du bassin rhénan. S'appuyant sur les réflexions et expertises développées par les deux départements, la stratégie se donne plusieurs grands objectifs: le renforcement du bilinguisme, l'attractivité des territoires, la mise en place de projets de mobilité renforcés, l'innovation pour la transition énergétique et le rapprochement des sociétés de part et d'autre du Rhin. Il y a toute une dynamique économique à construire, une dynamique aussi culturelle. Strasbourg est capitale européenne, l'Alsace est un carrefour de l'Europe, c'est un potentiel de développement pour notre territoire. Toutes nos politiques doivent être pensées à l'échelle rhénane. C'est vrai pour les mobilités, c'est vrai pour les formations, d'où les enjeux d'apprentissage des langues. On a toutes ces actions-là à construire. La collectivité européenne d'Alsace nous donne la légitimité pour le faire. Nos amis allemands et suisses ont envie de travailler avec nous. Eh bien, notre volonté, c'est d'avancer encore plus vite sur ces actions.
La stratégie OR vise à préparer le terrain pour l'arrivée de la collectivité européenne en 2021. Si les objectifs visés par cette dernière ne divergent pas des ambitions affichées par les départements alsaciens ces dernières années, le cadre de la future collectivité devrait permettre d'aller plus loin, plus vite et surtout d'être un acteur à part entière de la politique transfrontalière jusque-là chasse gardée de l'État. Un pas de plus vers la décentralisation. Nous aurons le leadership du transfrontalier au travers de la collectivité européenne d'Alsace. Ça veut dire siéger aux côtés du préfet dans toutes les instances du Rhin supérieur. Et c'est la possibilité aussi de prendre pour le compte de la collectivité européenne d'Alsace des projets qui ne sont a priori pas de notre compétence, du fait de la loi NOTRe, mais de prendre à notre compte des projets à partir du moment qu'ils sont transfrontaliers. De l'autre côté du Rhin, en Suisse et en Allemagne, on est habitué à discuter et travailler avec les différentes collectivités françaises, métropoles, départements et régions. Chez nos voisins, on semble plutôt satisfait de voir un nouvel acteur de proximité apparaître dans le territoire et pouvoir porter la coopération sur l'ensemble du territoire alsacien. Il y a un grand enthousiasme de la part de nos voisins allemands et suisses, puisqu'ils savent aujourd'hui que leur partenaire, dans leur projet, à l'échelle du Rhin supérieur, eh bien, il est bien identifié, ça sera la collectivité européenne d'Alsace. Et en plus, ce sera un partenaire, la collectivité européenne d'Alsace, qui aura des compétences très forte. Le président de la République a bien reconnu le rôle stratégique de la collectivité européenne d'Alsace dans le Rhin supérieur. Au cœur des enjeux de la stratégie OR, la place des Alsaciens dans cet espace culturel et économique qu'est le bassin du Rhin supérieur. Aujourd'hui, point d'échange sans bilinguisme. Ainsi, la pratique de la langue allemande ou du dialecte alsacien doit être soutenue. Compétente en matière de bilinguisme, la future collectivité prévoit de renforcer l'apprentissage précoce de l'allemand pour tous. L'idée est vraiment de dynamiser ces politiques d'apprentissage de la langue régionale dès la plus petite enfance, en fait, sur tout le parcours de l'élève, pour que toutes les générations puissent effectivement baigner dans un nouvel environnement dialectal, dans un nouvel environnement de langue régionale. Pour permettre à tous les jeunes d'acquérir un minimum, alors on parle de 300 mots allemands, 300 mots qui leur permettront effectivement de pouvoir converser dans le quotidien et pouvoir aussi entretenir une discussion avec nos voisins suisses ou allemands. Dans l'actualité récente, la signature du projet franco-allemand de reconversion du territoire de Fessenheim est un exemple des actions déployées dans le cadre de la stratégie OR. Avec l'appui de l'État français, les collectivités et leurs partenaires allemands vont ainsi investir dans l'attractivité économique, l'innovation énergétique et les infrastructures afin de faire de ce territoire une vitrine européenne de la transition énergétique. Le sens de notre démarche, c'est d'accompagner et de soutenir les élus du territoire dans leurs projets. C'est un bel exemple de coopération concrète entre la France et l'Allemagne, avec y compris des liens futurs renforcés entre ces régions voisines du Bade-Wurtemberg et de l'Alsace. Un premier pas dans la mise en place de la stratégie OR que les départements espèrent bien voir avancer à grands pas d'ici 2021.